Bienvenue à tous dans les studios Overlord. Aujourd'hui, on reçoit Maxime Blondel de The Quest. Enchanté, Bienvenue. Valentin. Merci. Bienvenue. Merci On va pour parler l'invitation. de son aventure, ses levées de fonds et son business. Le témoignage de nos clients Overlord. C'est parti avec Maxime Blondel. Alors, tu peux nous amener au tout début. Comment tu as découvert Overlord? Comment tu es arrivé jusqu'à chez nous? On a démarré, nous, comme un startup studio bootstrap pendant à peu près 3 ans. Et au bout de 3 ans, on a découvert que certaines de nos startups pouvaient lever des fonds. Dans leur cas, c'était un bon outil, la levée de fonds. On a dû changer notre thèse, plus uniquement dogmatique bootstrap, mais en fait, on est parti sur une thèse des drop-out founders, donc les très jeunes. Certains bootstrap, d'autres lèvent des fonds. Mais on a dû refaçonner notre thèse et à ce moment-là, on s'est dit que ce serait bien, nous, de monter notre propre fonds pour pouvoir leur donner le premier chèque, les financer. Ouais. Et à ce moment-là, on étudiait plein de possibilités, on essayait de comprendre comment était structuré un fonds, qui pouvait nous aider. Et mon associé Robin, l'un de mes 4 associés, avait découvert Gaspard qui démarrait sur LinkedIn, trouvait ses écrits super pertinents. Il m'a dit, tu sais, on devrait le rencontrer. Il a contacté Gaspard et on a fait un premier rendez-vous et ça a été un coup de cœur. Et depuis, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble. Ok, d'accord. Trop bien. Tu peux me parler un peu du début, justement, de l'accompagnement de la rencontre jusqu'à votre première levée. Comment ça s'est passé? Parce que c'était nouveau pour vous, justement. Donc, oui. L'accompagnement, la découverte et la mise en place. Tu peux m'en dire un peu plus? Oui, on n'arrivait pas en France, il y a 2 ans, à trouver des bons interlocuteurs qui arrivaient à nous vulgariser comment monter un fonds d'investissement, qui arrivait à prendre en compte toutes les spécificités de notre modèle économique et de notre métier, qui comprenaient ce qu'on faisait. Et vraiment, c'est pour ça qu'on est des clients conquis et que je vais être un peu démago, mais je peux que être honnête en venant ici. On a rencontré Gaspard et on a compris qu'en 30 minutes de café, il comprenait la granularité de notre modèle économique, nos spécificités. Il arrivait très bien à nous vulgariser ce qu'était un fonds d'investissement, comment monter un fonds d'investissement, comment ça se gérait derrière, et nous faire plusieurs offres. Plus on lui mettait des contraintes, il refaçonnait son offre. Des critères Ouais, des critères pour s'aligner avec notre marque, notre modèle économique et ce qu'on voulait faire. Et il arrivait toujours à nous proposer des solutions, en fait. Ce qui était assez rare. On nous présentait plus de problèmes dans les gens qu'on rencontrait. Et c'est le premier à nous avoir vraiment présenté à chaque fois avoir des solutions. Et donc, on a été conquis. On s'est dit, c'est avec lui qu'on veut travailler. Et donc là, c'est à ce moment-là qu'il nous a expliqué ce qui démarrait avec Overlord. Et on savait que c'était une entreprise naissante, mais on y croyait bien et on ne s'est pas trompé. Ça s'est bien développé depuis. Ouais, tout à fait. Voilà comment ça s'est fait. Et depuis, alors, la première année, c'est vraiment Gaspard qui s'est occupé de nous par mail et via une boucle WhatsApp. Okay. Et aujourd'hui, c'est l'équipe Overlord qui s'occupe de nous. Et on est tout Vous avez grandi avec votre activité a grandi en même temps. Ouais. Exactement. Et on est tout aussi conquis. Ils sont réactifs par mail, ils sont réactifs par WhatsApp. Il y a de la flexibilité, il y a de la compréhension, il y a de la réactivité. Alors, tu peux nous parler justement un petit peu de ces critères et les spécificités de ton business? Oui. Nous expliquer un petit peu les contraintes que tu es venu exposer à Gaspard. Voilà, moi, j'ai besoin de ça, la nature de mon business. Tu peux nous en dire un peu plus? Bien sûr. Donc, nous, on a démarré il y a 5 ans et demi. Et les 3 premières années, on était un startup studio bootstrap. C'est-à-dire qu'on ne montait chaque année que 3-4 startups et qu'on poussait à s'autofinancer, à ne pas lever de fonds. Donc, il y avait des logiciels SaaS, des apps mobiles. Ça se passait plutôt bien pour nous. On est passé en 3 ans de 0 à 15 millions d'ARR cumulés sur ce portfolio-là. Et principalement, ce qu'on vendait, c'était notre temps et notre propre capital. Mais il a fallu se professionnaliser, se développer. Et quand on a décidé de pivoter et de se dire, OK, en fait, on ne va pas faire que des startups bootstrap, mais en fait, on va faire des startups avec des drop-out, des profils déscolarisés, souvent neuroatypiques, qui ont entre 17 et 27 ans. On a découvert un modèle aux États-Unis qui le faisait depuis mal d'années, qui s'appelle la Thiel Fellowship, montée par Peter Thiel, qui ont notamment fait émerger Figma, qui est entré en bourse l'année dernière, Ethereum, le réseau crypto. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on se calque sur ce modèle-là. Et il s'avère qu'eux, à l'époque, donnaient un chèque de 100 000 euros, qu'ils ont après monté à 150 000 et qui maintenant à 200 000 euros. D'accord. Dollars, pardon. Voilà, et donc, on s'est dit, on ne va pas réinventer la roue, on va essayer de se calquer sur leur modèle. Si ce n'est que eux, c'est une ONG, c'est une non-profit, mais derrière, il y a un... Ouais, c'est une Thiel Foundation, c'est ça? Exactement. Mais derrière, caché, il y a un fonds d'investissement qui finance les meilleurs projets. C'est le Founders Fund? Non, il y avait pendant un moment le 15-17 Fund,
qui ne finance que des 15-17 ans. Ah, Et maintenant, effectivement, il y a le Founders Fund. Je crois qu'il y a Thiel Capital, qui est un fonds un peu plus secret. Voilà. En tout cas, ils financent les meilleurs. il y a des fonds derrière. Exactement. Tout à fait. Les fonds de Peter Thiel. Les fonds de Peter Thiel. Ils financent les meilleurs. Et nous, alors, on voulait pas le faire en non-profit. Ok. Et donc, on voulait le faire en fonds d'investissement. Et on était prêt à prendre un niveau de risque certain. Et on voulait en financer une dizaine par an. Ok. Et à l'époque, on voulait leur donner un chèque de 100 000 euros, qu'on a passé récemment à 150 000 euros. Les spécificités, c'était qu'on n'est pas un fonds traditionnel. On investit et du capital financier avec ce fonds Ok. et du capital humain. Parce qu'on va travailler avec eux pendant 12-24 mois en fait, en mode startup studio. Tout à fait. Nous, L'implication. il y a une vraie implication. Ouais, On a des bureaux beaucoup plus grands qu'un fonds de VC traditionnel. On a 220 mètres carrés au cœur de Paris, dans le Sentier, qui est une hacker house qui fait à la fois auberge où nos entrepreneurs dorment et bureau où ils travaillent. Donc on a des coûts fixes plus élevés qu'un fonds traditionnel. Et nous, on passe vraiment beaucoup de temps avec ces entrepreneurs parce que quand on les finance, en général, ils sont solos et ils ont une intuition, une thèse, une idée, mais il n'y a souvent rien de façonné. Et donc nous, on les aide à trouver les bons cofondateurs, affiner leur vision. Il y a 12 bons mois où on les aide à trouver un product market fit, ce qui est très dur. Et après, à structurer un peu la croissance et décider s'ils veulent être autofinancés ou lever des fonds. Tout ce processus nous prend entre 12 et 24 mois en fonction de la vitesse à laquelle on le fait. C'est ça le capital, l'investissement humain, le capital humain, en plus du capital financier. Exactement. Ok. Et donc, il y avait cette spécificité-là et que personne n'arrivait bien à comprendre avant qu'on rencontre Gaspard, qui nous a proposé plusieurs options. On n'était pas juste un fonds d'investissement qui voulait lever de l'argent et le redéployer sur une thèse. On avait quand même un historique de 3 ans en autofinancement et sur un modèle qui est méconnu, qui est très dur, celui du Startup Studio. Ouais. Et donc, il fallait comprendre ça. Et pour le coup, Gaspard, il a cru en nous, il a bien aimé ce qu'on faisait et il a compris les spécificités très rapidement. Et nous, on marche au coup de cœur, donc on s'est dit, voilà, c'est une évidence. Excellent. Tu peux nous raconter le premier deal, la première levée que tu as faite du coup ? Oui, alors on a monté un fonds SCR grâce à Overlord, dont Overlord est le back-office. Et alors, on a fait quelque chose de pas du tout market practice, mais avec lequel on s'est entendu avec nos investisseurs. C'est qu'on a d'abord levé sur ce fonds, donc, qui est capé à 8 millions d'euros. On a d'abord levé une première tranche d'1 million d'euros à peu près, qu'on a déployé en 1 an et demi, sur la dernière année et demie. Et là, on s'est relancé tout récemment dans une seconde, disons, levée de fonds où on lève les 7 millions d'euros additionnels pour clore la levée de fonds. Donc en 2 tranches, en fait. En 2 tranches, ce qui n'est pas market practice, mais voilà, on s'est entendu avec nos investisseurs. Ils étaient exposés sur un portfolio d'une quinzaine de startups. On leur a fait comprendre que ce n'était pas assez pour mitiger leurs risques liés à la Power Law, qui est le jeu des startups. Ouais. Donc on leur a dit, voilà, vous avez effectivement assumé un niveau de risque supérieur aux nouveaux investisseurs qui vont rentrer. Maintenant, le niveau, il est toujours super élevé. Nous, on fait du super early stage, on fait du pré-seed. On investit à des valorisations qui sont entre 1 et 4 millions d'euros sur des projets qui sont naissants, c'est des idées la plupart du temps, de solo founders qui ont entre 17 et 27 ans, déscolarisés. On ne peut pas faire plus haut niveau de risque. Donc, on leur a dit, le niveau de risque, de toute façon, il est élevé. Laissez-nous clôturer ce fonds. Et donc, voilà, on s'est lancé tout récemment dans la deuxième tranche. D'accord. Tu peux me parler un peu de tes investisseurs, comment tu les as trouvés, comment tu les as réunis, et aujourd'hui, comment tu leur présentes les différents projets ? Sur la première tranche d'1 million d'euros, on est allé voir Friends and Family. Ça va donc littéralement nos amis et nos familles qui ont mis des petits tickets de 10 000 euros. On a été voir toutes les personnes qui nous ont donné de la force et qui aimaient bien ce qu'on faisait depuis 3 ans avec notre startup studio Bootstrap, qui croyaient en nous en fait. Donc ça allait être des prestataires, des anciens partenaires, des anciens employés. Enfin, bref, on est aussi assez présent sur les réseaux, LinkedIn, Instagram, etc. Donc on avait un peu de monde qui voulait... qui était prêt à nous suivre, à nous faire confiance. Et on a réussi à avoir quelques tickets de Family Office, des petits tickets de Family Office français, qui avaient en fait investi dans les levées de fonds seed de nos startups passées. Et donc, qui nous connaissaient, on leur a proposé d'investir à une valo meilleure sur des projets futurs dans lesquels ils voudraient peut-être rentrer en seed. Donc, en plus de ça, avoir une forme de deal flow. Voilà. Et on a eu une vraie chance aussi, qui, en termes de street cred, nous a débloqué pas mal de choses. J'ai envoyé un mail à Xavier Niel il y a 2 ans, pour le dire, avec un objet de mail qui était l'école d'entrepreneuriat que tu aurais probablement rejoint il y a quelques dizaines d'années, vu que tu es un profil dropout. L'initiative lui a plu. Il m'a connecté avec Jean, que je ne connaissais pas, Jean de La Roche-Brochard. Et on a déjeuné avec Jean et on a fait un deal en 15 minutes où il nous a dit, voilà, c'est simple. Dès que vous investissez 50 000 euros
nous, on vous suit en co-investissement à 50 000 euros. Et vous prenez les décisions, voilà, on vous suit. Et là, maintenant, nous, on investit 100 000 et eux, ils suivent avec 50 000. Donc on a ils n'ont pas remonté à 100 000 aussi. Non, je leur ai pas demandé. Nous, on voulait faire pour l'instant des chèques de 150 000. Ouais. Donc j'aurais juste dit que nous, on augmentait notre exposition tout à fait. et que eux, ils pouvaient follow à chaque fois. Ouais. Oui, ça a été un gage de confiance de label de OK, qui m'amène une chose avec Xavier Niel, valorise leur deal flow et suivent ce qu'ils font. Tout à fait, génial. Tu peux donner quelques exemples, quelques anecdotes de deals que tu as fait, que tu as envie de partager ou de startups que tu as découvert Ouais. Alors, dans nos jolis succès ces 2 dernières années, donc on a fait une société qui s'appelle Spectra. C'est une médecin en 8e année qui a arrêté ses études, nous a contactés pour arrêter ses études, ce qui est assez singulier en 8e année de médecine, pour nous dire, voilà, j'ai étudié les technologies lumineuses que les médecins n'étudient pas, parce que je suis curieuse. Donc, il y a 2 technologies qui s'appellent la spectroscopie Raman et la lumière quantique, qui est assez en vogue en ce moment dans le marché VC, et qui nous a dit, je pense qu'on peut créer une machine qui permette d'analyser le sang via ces technologies lumineuses, là où par le passé, c'était analysé via de la chimie, et chaque marqueur nécessite une machine spécifique. Donc, les laboratoires, on ne le sait pas, mais en back-office, ils ont plein de machines pour plein de marqueurs. D'accord, wow. Et plus ils veulent faire de marqueurs, plus ils ont besoin de machines, plus il y a de coûts. Et donc, elle voulait plancher sur une machine qui puisse faire beaucoup de marqueurs, voire qui en découvre des nouveaux. Okay. Parce qu'en fait, nous, on ne le sait pas, mais on ne connaît pas très bien le sang aujourd'hui. D'accord. Disons qu'on ne connaît qu'une centaine de marqueurs, alors qu'il est probable qu'il y en ait beaucoup plus que ça. Donc, elle avait une énergie incroyable. On l'a financée, on a travaillé avec elle pendant 12 mois, on l'a aidé à trouver un CTO. Elle a levé derrière un peu plus de 2 millions d'euros avec différents fonds d'investissement, OVNI Capital, Serena, Fund F et des business angels français et américains. Donc ça a été une belle réussite sur ces 2 dernières années. On a une société également qui s'appelle Sparkmate, des ingénieurs avec qui on travaille en fait depuis 5 ans, qui ont énormément itéré ces 5 dernières années, spécialistes du hardware, et qui depuis 1 an planchent sur un sujet qui est la production d'acier décarboné. Aujourd'hui, très spécifique. Ils font ça depuis Hong Kong. C'est plus simple pour l'importation de tout ce qui est composants hardware, c'est beaucoup plus rapide que si tu es en Europe. Si aujourd'hui, par exemple, un ArcelorMittal, fleuron de l'économie française, va en fait extraire du charbon et le transformer en acier. C'est comme ça qu'on crée de l'acier. Donc c'est très polluant. Eux, Sparkmate, ont développé une technologie d'électrolyse. Donc c'est des bains chimiques dans lesquels on met de la haute intensité électrique. Et si l'électricité est verte, green, ça fait de l'acier qui est décarboné. Et là, qui lèvent pas mal d'argent en ce moment pour que ça se passe très bien. Voilà. Ça, c'est 2 projets, on va dire, deep tech. Mais nous, on est quand même très spécialisé en mobile consumer. Quelque chose que tu connais bien. On en parlait juste avant. Tout à fait. Et donc là, par exemple, il y a 6 mois, on a créé une app mobile qui s'appelle Woolight, qui comptabilise, après 6 mois, plus de 4 millions de téléchargements à l'international. Donc on est content. Là, on planche sur une nouvelle application mobile qui s'appelle Decide, en laquelle on croit énormément, qui va être une forme de nouveau réseau social d'entertainment. Disons que c'est TikTok, mais participatif, où c'est la communauté qui dit aux créateurs de contenu dans quelle direction ils veulent qu'ils se dirigent. Et donc, ça fait c'est à l'orée entre l'entertainment et le gaming. Il y a un côté très participatif où la communauté est remise au centre de la décision. Et c'est, voilà, on est assez bullish là-dessus. Donc, on fait, franchement, avec les profils qu'on finance des 17-27 ans, il y a la moitié qui sont des mini Mark Zuckerberg en puissance et qui veulent faire du mobile consumer social. Et il y en a la moitié qui sont des profils ingénieurs scientifiques et qui veulent faire des projets plutôt deep tech. Ouais, je comprends, d'accord. Alors du coup, il y a la partie implication, il y a vraiment ces 2 aspects. Il y a le capital financier, le capital humain. Et vous, en fait, vous êtes une maison qui regroupe et qui permet aux nouveaux porteurs de projets de se lancer et de s'appuyer sur votre capital, vos 2 formes de capital. Exactement. Exactement, c'est ça. Et auprès de vos investisseurs, vous leur dites, nous, en fait, on a cette capacité de dénicher des talents. Exactement. De dénicher des projets, des porteurs de projets, les regrouper et les accompagner. C'est ça. On leur dit que pour faire de l'aussi early stage, aussi risqué sur des profils 17-27 ans déscolarisés qui n'ont qu'une idée, mais qui, s'ils ne sont pas accompagnés, vont prendre les mauvaises directions, alors qu'avec notre accompagnement, vont prendre les bonnes directions, marketer dès le jour 1 aux US et pas faire une startup franco-française qui aura du mal à scaler, à s'internationaliser.
baigner dans un bain culturel avec que des nerds comme eux. Et en fait, tu deviens la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Et en fait, cette communauté, moi je l'ai vu à l'époque, je travaillais 2 ans à The Family, j'ai vu à quel point une communauté fermée, hyper sélective, pouvait faire s'élever complètement le niveau moyen de la communauté au global. Ouais, tout à fait. Et donc, par cette communauté, par cet accompagnement hyper rapproché de 12-24 mois, on leur dit qu'on fait effet de levier sur leur argent. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas juste l'investir dans des projets au doigt mouillé. Nous, on met beaucoup de notre temps, nos bureaux et cette communauté qui va faire effet de levier pour que leur argent ait de meilleurs rendements. Ouais, tout à fait. Leur projet aussi ait plus de chances de se développer. Enfin, c'est quelque chose que j'aurais aimé découvrir à l'époque, il y a 10 ans, même pendant tous les débuts de projet qu'on porte quand on est jeune et qu'on cherche. En fait, c'est drôle parce que The Quest, c'est la quête. Oui. Donc, c'est en fait, on est en recherche. On est en recherche de soutien, on est en recherche d'aide, on est en recherche d'argent. Des produits market fit. Et on est en recherche aussi de son why profond, de son projet de vie, de sa zone de génie. C'est pour ça qu'on s'est appelé The Quest. C'est que pour nous, c'est une grande quête dans laquelle on va essayer d'être légendaire et de créer le fonds qui a le plus haut rendement en Europe ever. Et on pense qu'on peut le faire parce que la Teal Fellowship aux US avec Figma et Ethereum ont un rendement supérieur à Y Combinator. Ouais, magnifique. Donc, voilà. Tu me parlais justement un petit peu de l'avenir. Comment tu vois les choses et comment peut-être qu'il y a des nouveaux investisseurs qui veulent te rejoindre. Comment ça se passe ? Oui, on discute avec différents family office en Europe, disons. On discute avec beaucoup de business angels. Il y en a toujours énormément qui veulent mettre des tickets de 10, 20, 50K. On espère clôturer cette levée le plus rapidement possible, j'espère en janvier. Ouais. Mais peut-être que ça nous prendra jusqu'à juillet. Ce qu'on observe là du marché en ce moment, c'est que, on va pas se mentir sur les investisseurs français. Ils sont tous traumatisés de des investissements qu'ils ont fait entre 2020 et 2023 avec des valos super élevés, des startups qui n'avaient pas de PMF, qui n'ont pas réussi à rattraper leur valo et qui donc, entre 2023 et 2025, sont à les tapis. Plus, pour celles qui marchent bien, ils attendent leur rendement et ils ne les voient pas toujours. Il n'y a pas toujours de liquidité. Il y a le contexte géopolitique qui leur fait peur, les guerres, etc. Il y a le contexte social français qui leur fait peur. Il y a le contexte fiscal et politique qui fait peur. Donc c'est très anxiogène, ça fait peur de partout. Le fear and greed, je pense que le fear est à son maximum en ce moment. Mais heureusement qu'on a des beaux résultats et qu'on a de la gouache et qu'on y va avec notre énergie. Donc on arrive à débloquer des tickets de 10K, 20K, 50K. Le challenge, là, pour ces 7 millions, il va être de trouver 1, 2, 3, 4 qui vont mettre des beaucoup plus gros tickets, ce qu'on n'a jamais eu historiquement. Donc des family office qui vont nous suivre alors sur des hauteurs de 500 000, 1 million, 2 millions d'euros. Et vous, justement, vous avez un positionnement qui est assez précis parce que vous êtes sur un axe et un segment early avec un accompagnement très, très proche. Et donc, en fait, vous vous positionnez sur tout le spectre de l'investissement très tôt. Donc, les gros investisseurs qui veulent varier leur placement et un peu équilibrer leurs risques, ils ont tout intérêt à regarder votre proposition de valeur et de pouvoir mettre un billet pour pouvoir participer à chaque étape de l'investissement de la vie d'une startup. C'est ce qu'on leur dit, c'est que pour les family office, ou même on parle avec des fonds de VC américains, dont les partenaires sont intéressés de nous suivre, ils nous voient comme du scouting plus, et en mettant un chèque chez nous, ils vont pouvoir suivre les 50 futures startups qu'on va financer très tôt, à un niveau où eux ne sont pas prêts à le faire. Oui, tout à fait. En termes d'early stage, pour après eux pouvoir avoir l'information et être sûr de les financer en seed ou en série A. C'est un des arguments, effectivement. Maintenant, la vraie difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est Alors, les Américains comprennent très bien la thèse Dropout et la qualité de cette thèse-là, parce qu'ils ont vu Zuckerberg, ils ont vu Microsoft, ils savent que les Dropout, ils ont vu Figma, Steve Jobs etc. aussi. Steve Jobs. Voilà, ils savent ce que c'est un Dropout. On a une liste longue comme ça des Dropout. Voilà, en France, on a Xavier Niel, effectivement, comme Dropout milliardaire. Mais les Français valorisent encore énormément le diplôme. Et surtout, ce que je remarque, c'est que quand je leur dis qu'on finance 17-27 ans, eux projettent la vision qu'ils ont souvent de leur petit-neveu, qui pour la plupart du temps est dans la moyenne, on va dire, et en fait, ils pensent que c'est cette typologie qu'on finance, alors que l'image qu'on a trouvée pour leur faire comprendre, c'est qu'on finance des petits génies. Hein. Genre, ils sont tous neuroatypiques, ils sont hyperactifs, TDAH, Asperger, et ils ont parfois 17, 18, 20 ans, mais en termes de maturité déjà humaine et entrepreneuriale, on a l'impression de parler à des personnes de 30 ans. Donc, il faut leur faire comprendre. C'est une difficulté qu'on a en France. Mais oui, c'est assez atypique. Les profils que vous cherchez sont atypiques. Votre positionnement est atypique. Oui.
Et par essence même, du coup, la typologie de ce genre de business à ce stade-là, Oui. c'est tout à fait atypique. On a un niveau de difficulté très élevé, mais c'est le challenge qui nous intéresse. Ce qui peut proposer des rendements et des retours. Exactement. Voilà. Nous, c'est ce en quoi on croit. C'est que ce qu'on dit aux investisseurs, c'est évidemment investissez dans le S&P, investissez en immobilier. Voilà, c'est ce qui doit représenter 80-90% de vos investissements. Maintenant, si vous voulez jouer au jeu startup, ne le faites pas à moitié. Il y a une loi que très peu de Français connaissent, qui est la Power Law en startup. Il va sur 100 investissements, c'en est 2-3 qui vont très probablement vous retourner les 97 d'échecs et vous ramener un rendement peut-être de x50, x100. Mais si vous cherchez du rendement x10, c'est que vous le faites à moitié et qu'il faudrait probablement mieux investir dans des PME, dans une autre classe d'actifs. Exactement, dans la reprise d'entreprise, plus dans le S&P, plus dans le CAC, plus dans l'IMO. Mais quitte à jouer aux startups, il faut mettre une toute petite partie de son capital, mais il faut le mettre au niveau de risque le plus élevé et jouer avec ce jeu de la Power Law. Les Français ont du mal avec le risque. Les Américains, culturellement, sont beaucoup plus des parieurs. On le voit rien que dans les statistiques. Ouais, tout à fait. Donc là, c'est pour ça qu'on regarde avec les investisseurs à l'international, parce que les Américains valorisent... S'il y a une chose qu'ils valorisent en France, il y a deux choses. L'art de vivre, mais aussi les talents. Ils savent qu'on a des super ingénieurs, ils savent qu'on a des super product designers et des super entrepreneurs, mais ils nous voient encore comme un pays du tiers-monde. Donc, en tout cas, ils comprennent bien notre thèse. Super. Il y a aujourd'hui, si tu pouvais donner un conseil à quelqu'un qui voudrait lever des fonds, qui voudrait monter son fonds d'investissement, vis-à-vis de ton expérience, qu'est-ce que tu pourrais lui dire ? Un conseil. Alors, essayez de ne pas faire comme nous et de faire quelque chose de beaucoup plus market practice. Il y a un moment où on ne peut pas aller à l'encontre de ce marché. Nous, on a un niveau de difficulté extrême où on a une thèse atypique, exotique, singulière et un modèle singulier. Je pense que c'est quand même beaucoup plus facile de lever de l'argent sur un fonds d'investissement, en plus sur un premier fonds ou un second fonds, quand on est un peu plus market practice et qu'on ne va pas, on va dire, à l'encontre du marché. C'est déjà le premier conseil que je leur donnerais. Un autre conseil, suivez des avocats ou des conseillers qui vont arriver à vous vulgariser ce monde. C'est un monde qui, comme beaucoup de monde économique technique, il y a tout un verbatim, un langage qui a été créé. Même là, dans les startups, on parle jargon, il y a plein de termes. Mais donc, je pense que les personnes qui, en face de vous, arrivent à vulgariser ce métier-là, de comment on structure un fonds d'investissement, comment on le gère, etc., sont les bonnes personnes avec qui travailler, parce qu'au fond, ce n'est pas un monde si compliqué que ça. Il y a des termes qui sont techniques, mais qui servent, je dirais, à rendre trop complexe quelque chose qui ne l'est pas tant que ça. Donc ça protège un peu les sachants de ce monde-là. Mais nous, c'est ce qu'on a aimé avec Overlord, c'est qu'on arrivait à avoir des solutions à nos problèmes, des explications, de la vulgarisation. Et je pense que ça en dit long du niveau de compréhension intime d'un sujet quand tu arrives à vulgariser. C'est vrai. Et donc, ne vous faites pas avoir par des avocats qui vont vous expliquer que tout est compliqué, etc. Non, il y a des solutions de simplicité. Super. Bon, on va finir sur cette belle parole. Merci. Effectivement, la mission de Gaspard chez Overlord, c'est de vulgariser, d'évangéliser la finance pour la rendre accessible, pour que les gens puissent investir, pour que les gens puissent lever de l'argent, monter des fonds d'investissement et faire travailler l'économie, faire travailler leur argent. Donc, si vous avez un projet, vous pouvez nous contacter. On va parler le même langage que vous et on va voir comment vous accompagner au mieux pour vos levées de fonds et pour vos projets. Je vous dis à très vite. À bientôt.